Mesdames et messieurs, chers membres de l'Institut, chers étudiants, je voudrais vous présenter les excuses de la directrice de l'IEJ qui a un empêchement et qui ne peut pas être des nôtres ce soir et qui m'a demandé de vous présenter ses excuses et de vous dire qu'elle est de tout cœur avec nous. La liberté de la presse, c'est l'un des piliers fondamentaux de toute démocratie. C'est d'ailleurs une expression consacrée de la Cour européenne des droits de l'homme dans de nombreux arrêts, l'un des piliers fondamentaux de toute démocratie. En France, elle résulte d'une longue tradition. D'abord, la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration de 1789, des droits de l'homme et du citoyen, dans son article 11, qui est le premier texte qui, de manière formelle, inscrit la liberté de communication de la pensée et des opinions. J'ai bien dit, liberté de pensée et de communication des opinions. Ensuite, la loi du 29 juillet 1881, vous voyez que c'est une loi relativement ancienne, qui a été à plusieurs reprises modifiée, mais le texte fondamental date quand même de 1881, et qui s'appelle Loi sur la liberté de la presse. Au niveau européen, c'est l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit la liberté d'expression dont la liberté de la presse n'est qu'une composante. Je répète bien, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit la liberté d'expression dont la liberté de la presse n'est qu'une composante. L'alinéa 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme précise que l'exercice de ces libertés, je veux dire liberté de pensée, liberté d'opinion, liberté de communication, l'exercice de ces libertés comporte des droits et des devoirs. Nous y reviendrons sur cette notion un peu plus tard dans mon exposé. En réalité, la liberté de la presse n'est pas une fin en soi. Le législateur n'a pas voulu protéger la liberté de la presse pour protéger la liberté de la presse. Ce n'est pas une garantie en soi. La liberté de la presse, c'est un moyen de mise en œuvre du droit de chaque citoyen de recevoir une information de qualité, complète, libre et indépendante. Donc la liberté de la presse n'est que le moyen d'assurer une liberté fondamentale garantie, liberté, droit à une information de qualité, libre et indépendante. C'est donc parce que le citoyen a droit à une information de qualité que le droit protège la liberté de la presse. La mission de la presse est de rechercher l'information, la vérifier, la commenter, la publier. En définissant ainsi, dans mon propos liminaire, la liberté de la presse, je colle à l'alinéa 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, évoqué précédemment. D'ailleurs, la charte de déontologie modifiée le 9 mars 2011 par le comité central du syndicat national des journalistes précise: le journaliste respecte la dignité de la personne humaine et la présomption d'innocence. Le journaliste recherche toujours la vérité, l'exactitude, l'intégrité, l'équité, l'impartialité. Le journaliste fuit l'accusation sans preuve, l'intention de nuire, l'altération des documents, détournement d'images, le mensonge, la manipulation. Le journaliste ne confond pas son rôle avec celui du policier ou du juge. Tout cela est inscrit noir sur blanc dans la charte de déontologie du journaliste votée par le comité central du syndicat majoritaire des journalistes. Comment se conjuguent en Martinique les deux principes que je viens de présenter?
le droit du public à recevoir une information de qualité et la liberté de la presse garantie pour fournir cette information. La question mérite d'être posée et on ne pouvait la poser qu'à nos deux conférenciers d'aujourd'hui, M. Rudy Rambatali, rédacteur en chef de France Antilles, que vous connaissez tous ici, et Mme Nathalie Jost, qui m'a dit d'inscrire journaliste à RFO, mais que nous savons qu'elle est aussi journaliste à KMT et à bien d'autres émissions. Je vous sens impatient de les entendre tous les deux. Je vous demande au préalable de leur témoigner de votre satisfaction de les avoir et de les applaudir dès maintenant. Je passe la parole tout de suite à M. Rambatali. Bonsoir à tous. Nous aussi, en tout cas au nom de Nathalie, je pense qu'elle pensera la même chose que moi, nous sommes très heureux de pouvoir débattre avec vous ce soir. Surtout que nous sommes face à des sujets qui sont très importants pour nous, a dit le président, très importants pour le citoyen. Et il est normal que ces questionnements soient le plus usités que possible et que nous puissions, nous les praticiens de terrain, pouvoir répondre aux interrogations du citoyen. Alors, bien entendu, ce sera, on va essayer de se passer le micro entre Nathalie et moi sur ces questions de pratique. Le droit, c'est quelque chose de très important en matière de presse. La législation est très importante, mais nous ne sommes pas, bien entendu, des juristes professionnels. Donc, on va plus aborder un certain nombre de questionnements par rapport à notre pratique et par rapport aux pratiques du journaliste en général, mais plus particulièrement à la Martinique. Alors, si vous voulez, je vais commencer par une petite interrogation qui est la suivante, c'est que la liberté de la presse, c'est l'un des débats, pour ne pas dire un dada, parmi les plus usités dans les pays dits démocratiques et où, justement, la presse est censée être libre. Des débats qui sont le plus souvent initiés par les acteurs des médias eux-mêmes, patrons de presse, syndicats et autres corporations de journalistes, mais aussi par des associations, les clubs-services, les partis politiques. Bref, tout ce qu'on le résume généralement sous le vocable un peu fourre-tout, mais qui a un joli nom de société civile, parle et s'intéresse au débat sur la liberté de la presse. Alors, le questionnement, c'est pourquoi autant de sollicitations autour de cette problématique de la liberté de la presse? Pourquoi les citoyens, consommateurs de médias que nous sommes, sont aussi méfiants et doutent régulièrement de cette liberté fortement soulignée dans la plupart des constitutions des pays se considérant justement comme libres? Et pire, les journalistes de ces pays dits libres, les acteurs même de la totale jouissance de ces droits, ont manifestement aussi du mal à croire en leur liberté, puisque eux aussi sont constamment appelés à se poser la question: avons-nous et travaillons-nous dans une presse libre? Il y a quelques années, un journaliste de Saint-Domingue qui avait travaillé dans l'opposition à la présidence musclée du dictateur Balaguer dans les années 1970 m'avait confié que s'il s'était mis à rêver en la liberté de la presse, il ne se serait sans doute jamais levé le matin pour partir travailler. En réalité, il voulait sans doute et certainement me faire comprendre que même si ce rêve
devenait réalité, le plus difficile aurait peut-être été pour lui, journaliste engagé, de savoir ce qu'il aurait fait de l'exercice de cette liberté. C'est peut-être un peu pour cela que nous, journalistes, mais aussi vous, citoyens ou société civile en général, nous nous complaisons à débattre de cette nébuleuse liberté de la presse. D'abord, sans doute parce que cette liberté nous est chère et qu'elle englobe les grands principes fondamentaux de la démocratie. Le président l'a rappelé fort justement tout à l'heure. Mais surtout parce que de cette liberté, nous n'en sommes pas nous-mêmes convaincus. Et aussi libres croyons-nous être, nous sommes cependant dans le même questionnement que mon confrère de Saint-Domingue, dont je parlais précédemment. Que faisons-nous de notre liberté? À ce stade du questionnement, je vais passer la parole à Nathalie. J'ai introduit un peu le questionnement, un questionnement fondamental à mon avis, et Nathalie va synthétiser peut-être un état des lieux ou pour amorcer une autre partie de ce débat sur la liberté de la presse. Absolument. Donc, je vous redis bonsoir à tous. Contente d'être là. Donc, si vous voulez bien, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de vous dresser un petit historique de la presse à la Martinique, tant il est vrai que c'est important de comprendre comment notre presse s'est organisée, s'est constituée. Et cet historique-là, vous verrez après, il est peut-être un petit peu long, mais on va essayer d'aller vite, va nous permettre de bien comprendre la situation, les enjeux et surtout la formation de toute cette presse avec les différents pouvoirs autour, et ça, ce sera très intéressant à comprendre pour la suite des débats. Donc tout de suite, je vais vous dire donc comment la presse était organisée autrefois, dans les siècles, c'est un peu trop loin. D'accord. Dans les siècles passés, et puis on va voir ce qui existe aujourd'hui. Alors on va commencer avec la seconde moitié du XVIIIe siècle, où finalement les journaux sont un grand élément de vie des colons martiniquais. Ils aiment beaucoup lire, il faut le dire. Ils lisent par exemple les affiches de Saint-Domingue, le courrier des Petites Antilles, qui va devenir plus tard le Furet colonial, et ils sont aussi abonnés à la Gazette de Martinique ou la Gazette de la Guadeloupe ou de Sainte-Lucie. Alors qu'est-ce que l'on trouve dans ces gazettes? On trouve des nouvelles de l'étranger, des nouvelles de la métropole aussi, de la France. Il y a des annonces commerciales, des actes administratifs, et les mouvements des navires aussi figurent dans ces petites gazettes qui sont nombreuses à l'époque, il y en a beaucoup. Et puis, quelquefois, il y a des avis divers qui concernent les esclaves marrons nés au milieu du XVIIIe siècle, un petit peu avant 1848. Donc, les esclaves qui s'étaient enfuis avaient certaines fois des avis de recherche. Alors, à partir de 1872 environ, durant la période révolutionnaire aux Antilles, il semble que le cercle des lecteurs se soit élargi. À Saint-Pierre, notamment, les négociants et les artisans faisaient des lectures collectives de ces gazettes. Dans les bars, dans les salons, on lisait, c'est quelqu'un qui lisait pour tout le monde. Et petit à petit, le journal va prendre sa place. On va prendre l'habitude de venir aux nouvelles, d'écouter les nouvelles pour savoir ce qui se passe. On va s'abonner aux gazettes aussi, parce que c'était souvent un système d'abonnement. Donc on n'achetait pas encore les journaux, la structure de la presse n'était pas encore constituée, donc on s'abonnait à ces petites gazettes, par exemple la Revue des colonies de Cyril Bicêtre, qui est donc cet homme de couleur martiniquais que l'on connaît bien. Alors il y a aussi le journal des débats de l'Outre-mer, qui était publié à Paris, mais qui arrivait en Martinique et qui produisait par exemple de nombreux articles sur la question coloniale, mais en faveur des colons. Donc, il faisait comme ça l'apologie des colons et de l'économie en place.
Alors, il y avait un imprimeur à Sainte-Lucie qui était un des imprimeurs du Courrier de la Martinique. Et le Courrier de la Martinique, il semble bien que ce fut le premier journal. Hein, c'est le premier journal qui a existé en tant que journal. Parce que je vous disais, c'était un système de gazette avant, c'était deux petites pages, 3 petites pages. Et le premier journal vraiment constitué, ça a été le Courrier de la Martinique, selon l'acceptation du terme aujourd'hui. Alors, le Courrier de la Martinique a été fondé en 1832 par monsieur François-Auguste Gaillard de Ménard, qui l'a dirigé en collaboration avec Amédée Pierre Nelson Masson de Bellefontaine. Pourquoi je vous parle de ce journal? Parce qu'il a vraiment joué un rôle très intéressant et un rôle fondamental dans, par exemple, la carte Bicêtre, dans la polémique qui a opposé Bicêtre à Schellcher. Les articles, il y a eu beaucoup d'articles et la polémique s'est développée autour de ce journal. On peut se demander, est-ce que s'il n'y avait pas eu ce journal, la polémique aurait pris alors à l'époque cette ampleur? Donc je vous ai dit que ces journaux-là n'étaient pas vendus au numéro, mais ils étaient vendus par abonnement en Martinique. Et c'était des abonnements de 6 mois au prix d'à peu près 60, 30 ou 15 francs. Donc c'était réservé quand même à une certaine élite, puisque 60, 15, même 15 francs, ce n'était pas donné à tout le monde. Alors, au milieu du siècle, on voit là la multiplication des titres. Les titres commencent à se multiplier, on passe des petites gazettes et du Courrier de la Martinique à plusieurs titres comme les Antilles, le Propagateur, l'Avenir, le Bien public. Et tout ça, bon, c'était au début du 19e siècle. Donc, ce sont des journaux qui s'affirment pour la plupart, hein, comme le porte-parole des Blancs créoles, des journaux qui vont, par exemple, mener une campagne farouche contre Victor Schellcher et la classe moyenne de couleur qui commence à se développer à cette époque-là. Elle commence à prendre sa place et ces journaux-là vont véritablement leur faire la guerre et s'imposer comme leur principal ennemi en combattant toutes les idées d'émancipation qui commencent alors à fleurir. Donc il y a de nombreuses personnalités qu'on connaît qui ont fait les frais de ces articles, de ces journaux qui sortaient à l'époque, Marius Hurard, tous les autres républicains de l'époque, le sénateur Amédée Knight, les députés Ernest Desproges, Osman Duquesne, le gouverneur Vincent Allègre, etc., étaient très attaqués à l'époque dans tous ces journaux des Blancs créoles qui paraissaient. Alors en 1878, la création à Saint-Pierre du premier journal, des hommes de couleur. Alors c'est à ce moment-là qu'ils se disent, puisque ils ont des organes de presse qui nous attaquent, nous aussi on va mettre en place nos organes de presse et les premiers journaux des hommes de couleur commencent à voir le jour. Marius Hurard, donc le futur président du Conseil général et député, et ça va contribuer à mais favoriser le débat. C'est-à-dire que là, on commence à avoir une pluralité de l'information, si vous voulez, une pluralité des opinions à travers les journaux. Les hommes de couleur s'emparent de la presse et donc le débat commence à être un peu égal. Il va être relayé en 1895 par l'Opinion, qui est soutenue à Fort-de-France par Victor Sévère et par Ernest Desproges, qui prennent part aussi à la création de ces journaux et qui écrivent quelquefois des articles pour défendre leur opinion. Alors, il faut savoir que les lois démocratiques de la Troisième République, qui a institué la liberté de la presse, la liberté de réunion, d'association, parce que tout ça, ça va ensemble, liberté de la presse, liberté de réunion, liberté d'association, a donc créé un climat qui était à l'époque, qui commençait à l'époque à être favorable à l'échange d'idées, à l'échange de débats et aux échanges de points de vue. Alors Fort-de-France et Saint-Pierre ont participé beaucoup à ce mouvement d'idées, à la montée aussi de la classe moyenne de couleur, et plus la classe moyenne de couleur se développait, plus les journaux apparaissaient. Donc la catastrophe de Saint-Pierre, on peut pas dire, ça a été un frein, mais la dynamique s'est vite relancée à Fort-de-France. Donc toutes ces gazettes et ces journaux qui existaient à Saint-Pierre, qui ont disparu, très curieusement, tout de suite le mouvement ne s'est pas arrêté, mais a été relancé à Fort-de-France. Et on peut parler de l'âge d'or de la presse martiniquaise, de 1910 à 1945. On compte une centaine de titres. Une centaine de titres, pas moins. Retenez bien ça,
100 titres qui allaient de la paix. Alors tout le monde écrivait, tout le monde avait son petit journal, sa gazette au moins. Donc j'englobe sous le titre de presse martiniquaise non seulement les journaux, mais aussi les gazettes qui existaient déjà. Et chaque corporation, j'allais dire, avait son titre. C'était des journaux qui étaient très lus, Tout le monde lisait à l'époque. Et il y avait donc La Paix, le journal de l'évêché, la presse d'information générale, le Courrier des Antilles, qui a été repris par Daniel de Grandmaison, l'Aurore et l'information de la famille Suréna, La Petite Patrie de Thomas Roland Gaboli, l'Action populaire, le journal manuscrit de Madame Lassimon, et puis la presse politique qui avait une certaine audience, même une bonne audience à l'époque. Les gens s'intéressaient beaucoup à la politique, d'où la multiplication des titres politique, des titres de la presse politique. Citons Le Prolétaire, La démocratie coloniale, La résistance de Joseph Lagrosillière et des socialistes, La France coloniale de Victor Sévère et des radicaux, et puis Justice de Jules Monroe et d'André Aliquer et des communistes. Alors on va revenir brièvement, puisqu'on connaît tous l'histoire d'Aliquer qui a joué un rôle fondamental en Martinique en termes de liberté de la presse. On sait tous ce qu'on lui doit. Il y a un grand écrivain qui nous avait même reproché à nos autres journalistes de ne pas s'approcher de cette idée qu'a défendue André Aliquer et de ne pas en être les dignes héritiers. On pourra en reparler tout à l'heure. Et donc, il y avait ce journal Justice. Alors, ces titres étaient très marqués, évidemment, par la culture française à l'époque, parce que les chroniqueurs qui écrivaient dans ces journaux accordaient une place très importante aux nouvelles qui venaient de France, aux nouvelles de la métropole, et ils publiaient des larges échos de ce qui s'y passait, et donc de toutes ces idées révolutionnaires, ces idées émancipatrices qui commençaient à faire jour ou qui étaient déjà pour certaines bien installées. Alors il y avait aussi le petit feuilleton ou la nouvelle qui avait beaucoup de succès. Les gens lisaient beaucoup, vous savez, c'était l'époque où on mettait des feuilletons dans les journaux, des romans à l'eau de rose pour certains. Et donc ça aussi, ça a contribué à beaucoup à faire lire les gens, à emmener les gens vers les journaux. Et puis les gens aimaient beaucoup les histoires drôles, les contes, les satires. Il y avait beaucoup de journaux satiriques à l'époque. Le Clairon, par exemple, était un journal très vendu. C'était un journal où il y avait des blagues, des caricatures. Et donc c'était des journaux qui étaient très vendus. Je vous dis tout ça, il faut bien retenir parce que vous verrez que aujourd'hui, ce sont des choses qui n'existent plus, mais on le verra un peu plus loin. Alors, durant cette première moitié du XXe siècle, les journaux commencent à être vendus au numéro. Ce n'est plus par abonnement, donc ils sont vendus au numéro. Beaucoup à la criée, à Fort-de-France. On vend les journaux à la criée chez les dépositaires à Fort-de-France. Et puis, aussi par abonnement, puisque tout le monde n'avait pas la possibilité de s'en procurer. Alors, deuxième partie de cette histoire de la presse en Martinique, la décennie 1945-1955. 1945-1955, c'est un tournant dans la vie de la presse à la Martinique, parce que c'est le vote de la loi d'assimilation en 1946, et puis la transformation de la colonie en département français, qui va totalement changer les habitudes. Il va changer les habitudes de lecture, il va changer les données d'une façon générale, et on va assister à un déclin de cette presse-là, de la presse écrite, en tous les cas, la presse écrite, qui va être compensée par l'apparition d'hebdomadaires. Alors pourquoi ce déclin? Alors, La Paix, le Sportif, l'information, les nouvelles, tous ces journaux-là vont disparaître. Et puis, vont disparaître, pourquoi? Parce qu'il y aura donc à ce moment-là l'arrivée de cette chose extraordinaire qui est le transistor, la radiodiffusion. Donc, avec les progrès de la départementalisation, de plus en plus de gens ont accès à la radio. Les gens vont se passionner pour ce nouveau média, pour ce nouveau moyen d'information, et donc la vulgarisation du transistor, et puis le renforcement de la TSF. La télévision commençait à exister, il y avait un canal, donc la radiodiffusion de France, et donc c'est le début du règne parlé, du règne de la presse parlée en Martinique au détriment de la presse écrite.
Alors, l'image de la presse actuelle est agrémentée, par exemple, de beaucoup de photos dans les journaux, dans les hebdomadaires, parce qu'il faut être proche du peuple, il faut être proche de la vie locale, des préoccupations quotidiennes. Alors, 1960-1970. Donc on a vu 1945-1955, la radio arrive, la télévision, et 1960-1970, dans le domaine de la presse écrite, une chose très importante va se passer puisqu'il y a l'arrivée d'un journal à capitaux français, disposant de moyens techniques performants, beaucoup plus performants que ce qui se fait d'habitude. Ce sont des impressions sur rotative, donc qui permettent une diffusion beaucoup plus large, une diffusion technique, et ce quotidien, ce sera France Antilles. France Antilles qui arrive donc dans ces années-là, qui est créé par Robert Hersant en mars 1964, très exactement, en Martinique, et c'est le premier né de la presse industrielle en Martinique. Donc cela va être fondamental pour l'organisation, la structure de la presse écrite en Martinique et son corollaire, finalement, la liberté de la presse, on le verra un peu plus tard. Alors, bien sûr, après, il y a l'importation de la télévision à partir de 1964, la naissance de plusieurs radios, même si elles n'émettent pas en Martinique, on n'est pas encore en 1981 avec la libération de la bande média, mais il y a des radios comme Radio Caraïbe qui émet depuis Sainte-Lucie, Radio Antilles, Radio Jumbo, et ça va être aussi la naissance dans les années 70, le 20 juillet 1973, très précisément, du journal Le Naïf. Le Naïf, donc, qui est un magazine martiniquais d'information, qui est rédigé par... je ne me rappelle plus de son nom, excusez-moi, Yannès, oui, voilà. Et l'équipe s'est étoffée au fil des mois. Et ce qui était un bimensuel, qui était à l'époque bimensuel, a été repris par Roland Laouché. Et c'est devenu un hebdomadaire d'information générale. Et pendant une dizaine d'années, pendant toutes les années 1970, le Naïf a bénéficié d'un lectorat très régulier et très attentif à ses différentes éditions. Il y avait le Naïf Hebdo, le Naïf spécial, le Naïf qui va plus loin, et puis l'équipe du Naïf s'est scindée en deux, et une partie des rédacteurs ont créé Antilla en février 1981, qui est dirigé par Henri Pied et Alfred Fortune. Le Naïf, lui, va continuer, va renaître, va s'arrêter, et puis il va disparaître. Bon, aujourd'hui, il existe encore, on verra ça aussi, sur la forme du numérique, mais on en reparlera. Alors, je vous parle du Naïf, pourquoi? Parce que la création de ce journal, c'est un moment aussi, il y a eu France Antilles, il y a eu le Naïf, c'est un moment dans la presse martiniquaise, un moment d'histoire dans la presse martiniquaise, dans la mesure où c'est la première tentative durable d'une presse indépendante, d'une presse multiforme, et le reflet du terroir, et d'une presse qui dit autre chose. Et donc là aussi, on va en parler. C'est une des caractéristiques de la liberté de la presse dans ce pays, en Martinique. Est-ce que ce journal a contribué à mettre un peu plus de liberté de la presse que ce qui existait en Martinique? Alors, une autre expérience en juin 1974, c'est Inter-Antilles, c'est l'hebdomadaire de Cuyal. Il y a eu aussi l'Écho des Antilles. Et puis, en 1984, quelques membres de l'équipe de Roland Laouché vont fonder un quotidien des Antilles pour concurrencer le journal France Antilles. Donc ils vont fonder un quotidien en 1985 qui s'appelle le Quotidien des Antilles, qui se définit comme un quotidien pluriel, attentif à toutes les dimensions pour la dignité d'une région, d'une population éprise de pluralisme et de liberté. Alors, il va connaître une vie éphémère, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque son dernier numéro paraît le 28 juin 1985, donc il n'a même pas tenu un an. Donc, on voit bien que tous ces essais de faire naître une presse, une pluralité en tous les cas de la presse, puisque la liberté de la presse va de concert avec la pluralité de la presse, normalement. Ces essais donc pour effet que de conforter France Antilles, le quotidien d'information des Antilles, qui est dirigé, je vous rappelle, par Philippe Hersant, Henri Mangatal à l'époque. Donc le journal, lui, France Antilles, va prendre à ce moment-là encore plus d'ampleur, puisqu'il va renforcer son équipe rédactionnelle, qui va compter à l'époque 17 journalistes et des secrétaires de rédaction, donc un vrai journal industriel, et
qui se vend très bien, puisque je crois que c'est l'un des plus lus de la région Antilles-Guyane francophone. Plus d'un tiers des Martiniquais lisent quotidiennement à cette époque le France Antilles. Donc il existe une relation de cause à effet entre ce journal, le premier créé aux Antilles par Robert Hersant. Alors je finis en vous disant ce qui existe aujourd'hui. Indéniablement, aujourd'hui, on assiste à l'étiolement et l'appauvrissement de la presse, en tout cas la presse écrite, et ça c'est un fait majeur. Qu'est-ce qu'il reste de tous ces journaux? Donc on a vu qu'il y avait plus de 100 titres au début du siècle. Au milieu du siècle, donc quelques-uns ont survécu, puis l'arrivée de France Antilles, puis les télévisions et les radios qui ont fait quasiment disparaître la presse écrite. Mais je ne vous apprends rien en vous disant qu'aujourd'hui il n'existe plus qu'un seul quotidien d'information en Martinique, donc France Antilles, et puis à côté, les hebdomadaires ou les autres sont très rares. Il n'y a pas beaucoup de presse d'information d'une façon générale aux Antilles. On peut citer Antilla, qui existe toujours, ou bien les Nouvelles de Guadeloupe, mais puis quelques autres titres, mais très spécialisés en économie, comme Interentreprise ou les autres. Et donc, voici ce que l'on peut dire en ce qui concerne la presse écrite. En ce qui concerne l'audiovisuel, le PAM, le paysage audiovisuel martiniquais, il n'est finalement pas si diversifié que cela, qu'on peut le penser, parce qu'en matière d'information, en radio par exemple, ce qu'on appelle les radios généralistes, les radios d'information, il y a seulement 2 médias importants, RCI et RFO, enfin Martinique Première. Et puis à côté, il y a des radios militantes comme RLDM, APAL, et puis quelques autres à la marge. Alors en télé, nous avons RFO, Martinique Première, pardon, ATV, avec de petites télévisions indépendantes, KMT, Zouk, Canal 10, ATG, etc. On peut les citer puisque les téléspectateurs martiniquais y ont accès. Et puis nouveauté récemment, depuis on va dire 3, 4, 5 ans, commencent à se développer des blogs, des sites qui font une place en matière d'information. Alors, Baudamont Jacques, Politique Publique ont leur place aujourd'hui comme site d'information sur le paysage audiovisuel martiniquais. Alors, on verra plus tard comment tous ces médias fonctionnent, très important, quels sont leurs actionnaires, leurs dirigeants, leurs propriétaires, quelles sont leurs rentrées financières, et le corollaire, là encore, à la liberté d'expression. Donc voilà pour ce petit panorama de la presse en Martinique, et donc nous reviendrons dans un instant sur les pouvoirs économiques, politiques, en relation avec tous ces médias qui existent aujourd'hui en Martinique. Merci Nathalie. Alors moi je vais continuer sur cet aspect un peu plus théorique en matière de liberté de la presse. Et on va, si vous voulez bien, parler des pratiques de cette liberté, comment on peut la définir aujourd'hui et comment moi je peux aujourd'hui la définir. Alors, d'une manière générale, dans la presse française, mais je pense que, je ne suis pas un spécialiste de la presse européenne, mais je pense que dans tous les pays occidentaux et d'Europe, c'est un peu la même chose, et en Martinique aussi, bien entendu, la notion même de liberté de la presse est un peu vécue par les journalistes, mais également par les citoyens et par la société civile, comme une espèce de dogme, hein, un quasi-droit divin, sur lequel il serait bien malvenu de s'opposer sans risquer l'échafaud réservé aux ennemis de la démocratie, aux partisans de la pensée unique ou aux autres révisionnistes de l'histoire. Alors, dans son concept philosophique, la liberté de la presse, comme toutes les libertés, est évidemment quelque chose de très glorieux et de très vénérable. Mais à ce stade, trop nombreux sont les journalistes de nos pays dits démocratiques, et là je peux parler de la Martinique, qui, drapés derrière cette sacro-sainte liberté de la presse, se prennent un peu, je prends l'image de Platon, si vous voulez, le philosophe Platon,
qui, assis sur un banc de la place publique à Athènes, cherche à convaincre ses compatriotes de la forme suprême du bien. Pour ma part, je crois qu'il faut bien comprendre que la liberté de la presse, même dans sa forme juridique, n'est pas, ou plutôt ne doit pas être, un concept comme la forme suprême du bien ou du beau chez Platon. La liberté de la presse, elle n'est très peu qu'un concept ou un article de droit ou une résolution politique. La liberté de la presse, à mon avis, elle n'est surtout pas, et le président l'a esquissé tout à l'heure, elle n'est surtout pas un en soi, elle n'a de sens que si elle s'exerce, elle n'a de sens que si elle se défend, elle n'a de sens que si elle se combat ou voire se nie. Et en Martinique, ou plus particulièrement en Martinique ou ailleurs, l'exercice de cette liberté se doit pour les journalistes d'être quotidien, d'être vécu au jour le jour. J'aime souvent rappeler que cette liberté à laquelle beaucoup aiment à faire référence perd toute sa raison d'être si on l'exerce comme un acquis. Il ne faut pas que les journalistes prennent, c'est peut-être une mauvaise image, mais c'est une image que je donne, mais il ne faut pas qu'on se dise qu'on prend la liberté de la presse comme on prend les 40%. Ce n'est pas un acquis. Faire de la liberté de la presse non seulement un droit, et il est ce droit, mais c'est surtout un devoir. Et le journaliste doit faire son devoir découler de ce droit, et non se servir de ce droit de la liberté de la presse pour se croire autorisé à user de toutes les libertés, et notamment celles qui ne sont pas prescrites par ce droit et ne sont pas inscrites dans la loi. Et cette loi, il n'y en a qu'une, celle du 29 juillet 1881. C'est vrai que c'est une loi qui commence à dater, même si elle est régulièrement révisée par le législateur. Si justement elle date, c'est qu'elle est sans doute qu'il y a des droits et des devoirs qui dans notre profession sont, mais pour combien de temps encore, à l'épreuve du temps. Pour être plus clair, la liberté de la presse est un droit, mais les journalistes ont des devoirs. Il n'y a pas de droit s'il n'y a pas de devoir. Et des devoirs, finalement, pour les journalistes, il n'y en a pas beaucoup. Pour ma part, je n'en vois que deux. Le premier devoir, c'est de faire du journalisme. Le deuxième devoir, c'est de respecter la loi écrite et les règles éthiques. Alors, faire du journalisme, ça veut dire quoi? Notre métier, notre travail consiste à dire les faits et à les vérifier. Et cette mission-là, elle n'est pas simple du tout. Il ne s'agit pas pour le journaliste d'être une simple boîte d'enregistrement. La vérification des faits est un devoir difficile, mais obligatoire. Sans soustraire ou se retrancher derrière des allusions, derrière des on dit que, derrière des conditionnels, n'a absolument rien de véritablement professionnel. L'objectif est que les faits rapportés
soient vérifiées et, si possible, les rendre vérifiables. C'est ce devoir-là et uniquement lui qui protège le journaliste contre le risque ou la tentation, et je vous prie de croire qu'elle est grande, d'écrire n'importe quoi. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre devoir que ça. Ne pas exercer ce devoir-là, ne pas exercer ce devoir à tout bout de champ, conduit obligatoirement à des dérives que nous pouvons, vous, moi, relever tous les jours. Nathalie va peut-être développer tout à l'heure en citant quelques exemples. Donc faire fi de ce devoir se révèle antinomique au droit et à la liberté de la presse. La liberté de la presse n'est pas la liberté d'écrire ce que l'on veut. Sinon, on ne serait pas des journalistes, on serait tout simplement des écrivains. Il y a une différence quand même. Le second devoir, tout aussi malheureusement souvent bafoué, est le respect de la loi écrite et de ses règles éthiques. Alors, qui dit loi dit respect ou infraction. Et la loi du 29 juillet 1981 n'y échappe pas. Sans entrer dans les détails juridiques de cette loi, qui sont excessivement complexes et qui sont très très bien étudiés par les juristes eux-mêmes, et vous savez qu'il y a de plus en plus des avocats spécialisés dans le droit de la presse. C'est un droit très particulier. On peut retenir un certain nombre de principes. Je retiens pour ma part, si vous voulez bien, l'équilibre entre la liberté d'expression et la protection des personnes. On peut retenir aussi un régime de responsabilité pénale spécifique, un régime procédural particulier, avec, par exemple, une prescription des infractions réduite à 3 mois, notamment dans le cas de la diffamation. Outre cette loi écrite dont je parlais tout à l'heure, dont je viens de parler, il y a également, et le journaliste doit absolument se soumettre à un certain nombre de règles éthiques. Ces règles éthiques, je vais les développer tout à l'heure. On peut les résumer sous le vocable de la déontologie journalistique. Qu'est-ce que la déontologie journalistique et pourquoi doit-elle s'exercer et s'exerce-t-elle réellement? Nathalie va peut-être à ce stade continuer. Alors, je vais continuer en m'intéressant donc à la liberté de la presse proprement dite, mais plus encore à la collusion entre les différents pouvoirs, pouvoir politique, pouvoir économique, puisque c'est quand même la matrice de cette liberté de la presse. Alors, donc, on va juste rappeler qu'il y a 3 pouvoirs. Ça a été élaboré par Locke et par Montesquieu, la théorie de la séparation des pouvoirs, qui vise à séparer les fonctions de l'État afin de limiter l'arbitraire et d'empêcher les abus liés à l'exercice de missions souveraines. Donc, c'est la théorie classique de la séparation des pouvoirs qui se distingue en trois. Donc, le pouvoir législatif, dire, écrire les lois, les règles générales, le pouvoir exécutif, qui met en application ces lois et ces règles, et le pouvoir judiciaire, qui est là pour régler les conflits. Alors, cette théorie de la séparation des pouvoirs plaide pour que chacun d'entre eux soit exercé par des organes distincts, qui sont indépendants les uns des autres, tant par leur mode de désignation que par leur fonctionnement. Ah, c'est la théorie. Et chacun de ces organes détient ainsi l'un des 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif est exercé par les assemblées représentatives, le pouvoir exécutif détenu par le chef de l'État et par les membres du gouvernement, et le pouvoir judiciaire, enfin, revient aux juridictions.
Alors, à ces trois pouvoirs théoriques, on peut ajouter un quatrième pouvoir, qui est ce qu'on appelle en général le quatrième pouvoir, qui est celui de la presse. Et je pense qu'il est très important de noter qu'il y a un cinquième pouvoir auquel on ne pense jamais, mais qui est peut-être le plus important, c'est le pouvoir économique, celui de l'argent et des lobbies qui, hélas, on le verra, dominent et contrôlent d'une façon générale tous les autres, je le pense. Alors, on va revenir au quatrième pouvoir pour tenter de cerner l'étendue de sa liberté. Alors, je vais vous parler de ce monsieur qui s'appelle Pascal Durand, qui est professeur de communication à l'Université de Montréal, et il pense, lui, que la liberté de la presse a du plomb dans l'aile. Pourquoi ? Parce que la presse est pourtant quelque chose de fondamental, parce que sans la presse, qu'est-ce que nous saurions du monde? Qu'est-ce que nous saurions de ce qui se passe à l'extérieur? Rien, ou alors très peu, c'est-à-dire la fonction fondamentale qu'exercent ces médias, les médias aujourd'hui. Mais c'est suggérer aussi que nous savons que ce qui est tributaire de ce que la machine médiatique veut bien nous dire, en fait. Nous sommes tributaires de cela et nous ne percevons finalement que par journalistes interposés la façon dont le monde va et nous survolons finalement les événements. Nous n'avons que l'ombre des événements en partie. Il faut bien sûr théoriser tout cela. Donc, on appelle les médias le quatrième pouvoir et un autre pouvoir s'exerce qui est un pouvoir double autant que diffus. Diffus, pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas exactement où se logent tous ces pouvoirs économiques et c'est là que nous retrouvons ce cinquième pouvoir qui émane non du monde politique. On parlera de ce pouvoir du monde politique envers les médias, on en dira deux mots plus tard, mais pour l'essentiel du monde économique dont les médias font partie. Les médias font partie de ce monde économique et ce sont plus que jamais les entreprises de presse sont de plus en plus soumises aux intérêts privés des grands groupes qui ont un principe de rentabilité et par voie de conséquence d'allégeance à une pensée économique dominante. Donc voici un peu la situation telle qu'elle a évolué depuis dans le monde des médias. On voit aujourd'hui de plus en plus de grands groupes industriels dont la communication n'est pas la sphère d'intérêt principal, qui ne sont pas des spécialistes de la presse, mais qui s'emparent de larges pans de l'appareil d'information. On va parler de Dassault, de Lagardère, d'Ernest-Antoine Seillière, donc qui possèdent de nombreux titres de la presse française, Paris Match, l'Express, tous ces titres qui sont détenus par de grands groupes économiques. C'est que non seulement les médias, mais plus largement l'édition représente un marché considérable pour les pouvoirs économiques, mais ils constituent également des relais très efficaces des stratégies pour les stratégies de ces groupes et pour les politiques dont ils ont besoin pour se déployer, et ça, on va le voir de plus en plus à moindre coût. Alors, d'un autre côté, le pouvoir qu'ils exercent sur les médias émane des structures internes du système également. Ça, c'est un autre aspect de ces pouvoirs qui pèsent sur les médias. C'est des structures internes du système, de l'élite journalistique, des rédacteurs en chef, des chefs de rubrique, des éditorialistes, qui parfois, doivent leur poste à leurs compétences professionnelles sans doute, mais aussi, on le voit de plus en plus, à leur capacité à rendre hommage au système qu'ils représentent, au système qui les emploie, et à ce que ce système-là attend d'eux, qu'il leur donne, celui de la conformité à ses attentes, à ses valeurs, à ses enjeux. Donc c'est, à mon avis, là que se situe véritablement la question de l'indépendance du journalisme. C'est quelles sont ses références, quelles sont ses valeurs par rapport à ce système de valeurs qu'on va leur imposer, et c'est là qu'on peut s'interroger sur l'indépendance de la presse et son corollaire, celui de la liberté de la presse. Parce que ce double pouvoir externe et interne qui s'exerce sur les médias, c'est une forme de censure à plusieurs titres. Alors c'est pas l'interdiction de dire, l'interdiction de diffuser, il n'y a pas non plus de volonté consciente et manifeste de tronquer le réel, mais il y a une certaine obligation de parler en un certain sens, une espèce de pensée unique qui va s'installer insidieusement dans la plupart des médias. Donc nos actes et nos pensées sont en large partie déterminés par les structures sociales.
Et même s'ils pensent le contraire, les journalistes suivent souvent l'impulsion qui est donnée par la logique sociale dont ils relèvent. On écrit ce que l'on pense, on écrit ce que l'on est, on écrit le système dans lequel finalement on vit. Et toute la problématique du journaliste, c'est justement de savoir sortir de ce système de pensée, et donc un journaliste devrait pouvoir s'affranchir de ça, mais on voit bien que parfois ce n'est pas toujours le cas, et ça constitue une entrave à la liberté de la presse, le fait de s'enfermer dans cette pensée unique, ce qui conduit à quoi? Ce qui conduit à imposer une vision que les médias permettent d'imposer des normes particulières de vision à l'ensemble des citoyens. Les médias imposent cette vision à travers leurs écrits, à travers leurs médias, en particulier aux décideurs, aux grands consommateurs de journaux. Alors de là, la réduction croissante du discours politique à un ensemble de petites phrases, par exemple, formatées par la presse, on l'a vu récemment, ou alors s'intéresser aux potins, voilà. On l'a vu récemment avec les tribulations du chef de l'État. Alors, de là aussi, le commentaire politique de la presse d'aujourd'hui amène de plus en plus donc des stratégies de coulisses sur, par exemple, les lésions dangereuses. Noam Chomsky, qui est un grand sociologue qui a écrit beaucoup aussi sur les médias, soutient que la fonction des médias est la fabrication du consentement. Les médias dominants sont placés directement sous la coupe du pouvoir et ils imposent une pensée favorable à l'idéologie dominante. Donc il faut aller vite, toujours plus vite, et c'est une autre limite à une réelle liberté de la presse. Alors la presse est soumise de plus en plus à un impératif de rendement rapide. Ça, c'est un autre aspect qui peut entraver la liberté de la presse, qui peut la réduire fortement, et on l'expérimente de plus en plus, puisque cet impératif de rendement rapide fait qu'elle va employer de plus en plus de journalistes dans une situation de précarité, de rentabilité à cause de l'audimat. Et cette situation où il faut aller toujours plus vite, où il faut être toujours plus rentable, contribue à appauvrir de plus en plus la structure interne des rédactions, des médias. Donc on emploie des journalistes en état de précarité qui touchent très peu finalement, ce qu'on appelle les pigistes. On emploie de plus en plus de pigistes, donc ils ne sont pas en mesure de s'opposer à cette pensée unique, à cette pensée dominante et à cette exigence de rentabilité que des grands groupes leur demandent. Alors, il suffit de quelques secondes, de quelques mots pour, par exemple, faire savoir et croire que la résistance en Irak, c'est le fait de terroristes, mais il faut beaucoup de temps et d'arguments pour expliquer qu'il en est sur le terrain, en quoi celui-ci est un lieu d'affrontement entre les puissances internationales, les enjeux économiques. Il faut investiguer, il faut prendre le temps et on est parfois loin de ce temps et loin de cette pause nécessaire à la fabrication d'une information objective. Alors, l'opposition entre presse d'information et presse d'opinion est une distinction largement mythique, parce que la neutralité, ça n'existe pas, l'objectivité non plus. On parle souvent de l'objectivité de la presse. C'est un faux débat, puisque le choix des mots, l'ordre des faits qui sont rapportés, sont ordonnés par une représentation du monde, par des processus de sélection et de mise en forme qui ne sont jamais neutres. On écrit toujours à travers ce que l'on pense, à travers son expérience, son histoire et à travers son vécu finalement. Donc l'objectivité n'existe pas, la neutralité non plus, mais bien sûr on peut parler d'honnêteté intellectuelle nécessaire à l'élaboration d'articles. Alors le site Acrimed, qui est un site d'information parallèle, qui est un site d'information de résistance, si vous voulez, on donne un magnifique exemple. Le Monde ainsi titrait récemment « Les syndicats cherchent le bras de fer avec le gouvernement ». Acrimed, lui, a inversé la syntaxe et le contenu a changé du tout au tout. Le gouvernement cherche le bras de fer avec les syndicats. Donc on voit que du côté duquel on se place, l'information peut être tout à fait différente.
Alors on sait que la presse d'information est essentielle à la vie démocratique. Le journal, la télé, les radios et dans une autre mesure les nouvelles technologies de l'information, les blogs, les sites internet sont indispensables à la connaissance et à la formation des citoyens. La question à se poser est celle-ci: dans ces conditions, est-il normal qu'une telle institution soit soumise au jeu des intérêts privés? Or, une presse libre, non soumise justement à tous ces pouvoirs, est indispensable. Alors, je vais vous citer des propos tenus par Amartya Sen, qui est le président de l'Association mondiale des journaux, à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Alors, il disait ceci: la presse exerce une fonction protectrice importante en donnant la parole aux personnes négligées ou défavorisées, ce qui peut grandement contribuer à assurer leur sécurité. Par exemple, en zone de guerre ou en zone de rétention, etc. Le fait que les médias en parlent, quelquefois, suffit à assurer la sécurité de ces personnes. On voit pour Lampedusa où les autorités ont un peu, ma foi, quand ils sont sous le feu des projecteurs, jeté un regard sur cette misère humaine, et on a un peu brisé l'indifférence qui existait. La presse joue aussi un rôle d'information fondamental dans le sens où elle diffuse la connaissance et permet un examen critique. En outre, le journalisme d'investigation peut dévoiler des informations qui autrement seraient passées inaperçues ou auraient même été ignorées. Et ça, on en reparlera. On sait bien qu'il y a des journalistes qui ont donné leur vie pour que des informations puissent paraître. On a cité André Aliker tout à l'heure, on y reviendra. Enfin, l'acquisition des valeurs fondées sur la connaissance et non sur l'embrigadement nécessite une véritable ouverture dans la communication et le débat. La liberté de la presse est vitale pour ce processus. Alors, je laisse la parole à Rudy, juste avant de terminer très brièvement sur la collusion entre les pouvoirs politiques et économiques ici en Martinique. Nathalie parlait tout à l'heure, à juste titre, de la précarité également qui se développe au niveau économique dans notre profession. Et malheureusement, cette précarité s'accompagne tout simplement également d'une précarité, j'ai envie de dire, une précarité déontologique, c'est-à-dire que on a également de plus en plus de mal à faire comprendre à certains confrères que ce n'est pas une profession comme une autre. Il ne s'agit pas d'écrire pour écrire, il ne s'agit pas de dire pour dire, il ne s'agit pas de sortir une information sans la vérifier, comme je disais tout à l'heure, pour simplement se déclarer journaliste. Donc, je vais m'arrêter un petit moment sur cette notion de déontologie, parce que beaucoup de journalistes exhibent cette notion de déontologie à la fois comme une arme de défense ou d'attaque selon le cas. En réalité, vous savez comme moi que la déontologie, c'est un terme d'abord à connotation scientifique. Au départ, elle s'applique au devoir du médecin vis-à-vis de ses confrères et de ses patients. Par extension, ce terme déontologie s'est appliqué à une grande partie des professions libérales, des professions paramédicales par exemple, les avocats, les architectes, les agents immobiliers ont également un code de déontologie, et puis aussi aux journalistes. Alors, bien que l'on parle de déontologie journalistique, il faut remarquer que nous sommes parmi les seuls professionnels précités qui ne soient pas des professionnels libéraux. Nathalie l'a dit tout à l'heure, 90% des journalistes dans le monde sont des journalistes salariés ou des pigistes. En Martinique, quasiment 100% des journalistes encartés travaillent pour une institution, pour un
pour un média. Ce sont des salariés. Ils ne sont pas libres, seuls, comme un avocat ou un médecin qui exerce cette profession seul et de manière libérale. Nous sommes également quasiment les seuls, même si c'est de moins en moins le cas, nous sommes les seuls à accueillir en notre sein, c'est-à-dire dans nos rédactions, des professionnels dont l'exercice, contrairement aux médecins, aux avocats, aux architectes, dont l'exercice n'est pas soumis à la délivrance d'un diplôme. C'est-à-dire que vous avez, dans toutes les rédactions du monde, dans la plupart, dans les rédactions de France et en Martinique également, un certain nombre de professionnels qui n'ont pas un diplôme qui justifie qu'ils exercent cette profession. Il ne viendrait l'idée à personne de penser qu'un médecin n'ait pas le diplôme de médecine. Qu'un architecte ne soit pas diplômé d'une école d'architecture. Qu'un expert comptable ne soit pas, bien qu'il y en ait, ne soit pas passé par l'expertise comptable. Eh bien, c'est la particularité de notre profession où plus de 25% des rédacteurs dans les rédactions ou des journalistes dans les médias audiovisuels ont été formés, l'expression est très belle, sur le tas. Plus important encore, les journalistes sont toujours, par rapport à ces professionnels libéraux dont je parlais tout à l'heure, liés à une déontologie, quasiment les seuls à ne pas être régis par un conseil de l'ordre. Du coup, ces deux grandes différences dont je viens de parler, journalistes salariés et pas d'ordre, font que les journalistes sont garants de leur propre déontologie. En clair, chaque journaliste individuellement est chargé de faire sa propre police. C'est en quelque sorte une compétence individuelle, parce que régie par aucun ordre établi. Chaque journaliste est donc de fait son propre juge. Cela dit, du fait que le journaliste n'est pas un professionnel, ne soit pas un professionnel libéral, mais soit un salarié, on peut se dire qu'il est dépendant d'une hiérarchie. En allant vite, il est dépendant dans les rédactions de son rédacteur en chef. Donc, ce dernier, le rédacteur en chef, en dehors du journaliste lui-même, peut s'autoriser à exercer ce pouvoir de juge du respect de la déontologie. Mais alors, de quelle déontologie? De déontologie, il pourrait donc en avoir autant que de journalistes, puisque chaque journaliste juge individuellement de ce qu'il peut faire ou pas. Il pourrait aussi en avoir de déontologie autant que de rédacteurs en chef, puisque chacun dans sa rédaction est libre et maître de juger de la déontologie de ses collaborateurs. Nous sommes donc bien là face à une nébuleuse du chacun sa déontologie pour soi, et qui, me semble-t-il, devrait sérieusement faire l'objet d'une réflexion dans le cadre justement de la modernisation de notre profession, surtout dans des espaces d'information, dans des pays comme les nôtres, géographiquement restreints, sans que ce soit péjoratif.
Un autre point me semble devoir susciter une réflexion globale, c'est le danger pour nos professions de glisser, ça se voit, me semble-t-il, de plus en plus, vers des positions corporatistes au sens péjoratif du terme. C'est-à-dire une espèce d'autosatisfaction, d'autodéfense de principe, sans règle ni examen de conscience. C'est un peu le même type de corporatisme militant presque que l'on peut retrouver justement chez certains professionnels libéraux, régis cette fois par un conseil de l'ordre. C'est assez rare d'entendre un médecin reconnaître que son confrère est mauvais. C'est très rare de reconnaître qu'un expert comptable dise que ce qui a été fait par mon confrère expert comptable est nul. C'est moi qui connais tout. Alors, Jean-François Kahn, que vous connaissez, qui n'est pas particulièrement ma tasse de thé en matière journalistique, mais j'en parle parce qu'il a peut-être dit quelque chose, au moins une chose de bien dans sa vie, dans ses excès habituels. Il dit que les journalistes sont comme les chiens. Ils sont de la même espèce, mais ils ne sont sûrement pas de la même race. Il faut, me semble-t-il, faire attention à ne pas dériver vers cette forme de corporatisme qui a tendance à prendre forme chez les journalistes, au prétexte, justement, de la défense de la liberté de la presse, ce qui n'est pas, nous l'avons vu, du tout la même chose. J'ai parlé tout à l'heure de la vérification de l'information. Ce sont des règles fondamentales, ce sont des règles clés. Mais une fois qu'on l'a dit, ces règles sont tellement de fois volontairement oubliées. Tellement de fois. Et personnellement, je parlais de corporatisme, je parlais de conseil de l'ordre qui n'existe pas dans notre profession. Je ne prends pas position. Mais je ne peux pas me mettre à défendre un mauvais journaliste. Je ne peux surtout pas me mettre à défendre un journaliste pourri. Parce qu'il y en a. Il y a sans doute aussi, je m'excuse, des avocats pourris. Mais on n'entend pas beaucoup un autre avocat dire ça de son confrère. Alors, du fait que notre déontologie soit essentiellement individuelle, notre profession aura toujours à encaisser, malheureusement à encaisser fortement, les manquements de certains d'entre nous. Faut-il les dénoncer devant un conseil de l'ordre? Faut-il les sanctionner? On a bien vu que la manière même dont est constituée notre profession, nos entreprises, parce que ce sont des entreprises, il serait utopique de penser que l'on puisse à une échelle quelconque, même à l'échelle de notre pays Martinique, où il y a, on peut compter, on sait très bien qui est journaliste, etc., penser qu'on puisse, n'est-ce pas, régenter, réglementer sur un ensemble médiatique cette profession en termes de sanction, pas sanction, qui est bon, qui est mauvais, etc.
même pour les professionnels libéraux existants, dont j'ai parlé tout à l'heure, on peut compter le nombre, sur le doigt d'une main, le nombre de réunions des conseils de l'ordre où il y a inscrit à l'ordre du jour les sanctions de leurs membres pour manquement déontologique. Ça n'arrive pas souvent. On peut compter également le nombre de, ça n'existe pas non plus, quasiment pas, le nombre de journalistes qui se voient retirer leur carte de presse pour non-respect de la charte déontologique. J'en connais pas beaucoup. Donc, c'est une réflexion très importante liée également à la liberté de la presse. Il n'y a pas de liberté sans le droit, qui est un droit fondamental qu'il faut préserver, pour lequel des gens se sont battus. Mais il y a également, à côté de cela, des devoirs qui mettent justement en exergue cette liberté. Si les devoirs ne sont pas respectés, quid de cette liberté? Qu'en faisons-nous? C'était la question que je posais tout à l'heure. Si nous bafouons, si les devoirs sont bafoués, les devoirs du journaliste sont bafoués, s'il ne les respecte pas lui-même, la liberté n'est qu'un feu de paille. Elle n'est qu'un concept, qu'un en soi. Exactement comme je disais Platon tout à l'heure, qui s'imagine le beau et le bien avec de grands B. Je vais, avant de conclure aussi, peut-être laisser Nathalie, si tu avais fini, non, de conclure. Très rapidement, avant de laisser la place au débat, je finis sur, on a parlé de l'allégeance au pouvoir économique, il faudrait dire deux mots du pouvoir politique. Alors je vais vous raconter une anecdote que certains de mes collègues me racontent en rigolant, enfin les plus anciens. Ils me disaient qu'avant, dans les années 60, la conférence de rédaction, alors vous savez comment ça se passe au journal, on est en conférence de rédaction le matin avec tous les journalistes, et donc on liste les sujets à prévoir, ce qui peut se faire dans la journée, la grève à la région, les avocats dans la rue, etc. Donc voilà, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, et le rédacteur, chacun donne son avis. Et donc c'est la conférence de rédaction, et il nous explique parfois en rigolant que la conférence de rédaction avant se passait à la préfecture. Ils étaient à la préfecture et ils disaient au préfet, voilà ce qu'on va traiter aujourd'hui, demain, voilà comment ça se passait. Et ça, c'était pas si lointain, c'était dans les années 60. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, il est clair que les politiques n'ont plus la même latitude et ne peuvent plus faire pression sur les rédactions. Ça, je crois qu'il y a eu beaucoup de progrès par rapport à ça, mais on peut s'interroger s'il n'y a pas de pression. Ce qui entre en jeu, ce serait plus la collusion qui peut exister entre certains journalistes et certains politiques. Alors, je veux dire, ce n'est pas propre à notre insularité, comme je l'entends parfois, un petit pays où tout le monde se rencontre. C'est tout simplement la sympathie qu'il peut y avoir entre des journalistes et des politiques, et quel degré de collusion va alors s'installer. Et ça c'est très important en matière de liberté de la presse. Et puis, je voudrais aussi vous dire qu'en matière de pouvoir économique en Martinique, c'est très important là aussi de s'interroger sur à qui appartiennent ces médias. Donc France Antilles, on le sait, c'est au groupe R100, qui est un grand groupe aujourd'hui, qui possède plusieurs titres, même si il connaît quelques difficultés, en train de restructurer son appareil. ATV, alors j'ai essayé de savoir à qui ça appartenait. Plusieurs actionnaires, Diffus, dont les Montplaisir, etc., qui sont donc des groupes qui ont de vrais intérêts économiques dans ce pays, des intérêts économiques importants. KMT appartient à M. Laouché, qui est le patron de cette presse-là, lui tout seul. Zouk, etc., ont des patrons individuels qui... et on peut s'interroger là sur où réside la liberté de la presse dans ces médias soumis
soit à des intérêts économiques, et RCI aussi c'est la même chose, hein, c'est un partenariat d'actionnaires qui font souvent pression sur tel ou tel sujet économique à traiter ou à ne pas traiter. Et puis, bon, le service public, alors quels intérêts existent dans le service public? Il y en a. Alors, moi je crois que en ce qui concerne donc cette partie sur le service public, donc on peut s'interroger sur la collusion de certains journalistes, collusion ou pas, ou alors s'interroger sur la censure, l'autocensure des journalistes. Et ça, c'est important aussi à analyser. Quelle est la part de l'autocensure chez les journalistes? Qu'est-ce qu'ils s'autorisent à dire ou à ne pas dire? Qu'est-ce qu'ils s'autorisent à sortir ou à ne pas sortir? Et puis, je termine rapidement en vous disant aussi que, à côté de l'autocensure qui est réelle, il y a aussi cette forme de précarité dont on parlait, donc qu'il ne faut pas négliger. Lorsque des gens ne sont pas en état économiquement de s'opposer, c'est un réel problème à leur indépendance d'esprit. Et puis aussi à la qualité des rédactions. Nous sommes des petites rédactions finalement qui n'avons pas beaucoup de moyens d'investiguer, par exemple, et donc ça limite de beaucoup la part d'indépendance de la presse. Et on en parlait avec Rudy en préparant ce débat. Il y a aussi le fait que nous n'avons pas les sources qu'il nous faut, parce que dans ce pays, tous les gens ne sont pas très courageux et on se heurte véritablement à la question des sources, à comment sortir des informations, où sont les sources, mais ça je pense qu'on en reparlera dans les débats. Et puis je ne voudrais pas terminer sur une note trop pessimiste et trop négative, parce qu'il faut savoir que bien entendu les médias jouent un grand jeu et que finalement en matière de liberté de la presse, on se rend compte qu'une partie des médias a fait son travail et exerce une vraie indépendance face au pouvoir économique et au pouvoir politique. Bon, je veux parler de Mediapart avec l'affaire Cahuzac, mais il y en a des milliers d'autres. Il y a des journalistes très courageux qui prennent leurs responsabilités et qui, malgré les difficultés, font face à toutes ces entraves à leur liberté, prennent des risques. Et ici, en Martinique, il y a des journalistes courageux, oui, qui essaient de bien faire leur travail, mais qui se heurtent, je vous le dis, soit à une trop grande précarité, soit à des intérêts économiques qui les dépassent, ou encore à cette absence de sources qui fait qu'on se retrouve finalement sans l'information nécessaire à sortir les vraies informations pour le public. Voilà ce que je voulais vous dire. Je laisserai Rudy conclure. Oui, non, juste pour dire que nous n'avons pas eu à aborder la question. Pardon. Nous n'avons pas eu. C'est allumé. Nous n'avons pas abordé la question qui est très importante de l'arrivée des médias électroniques, c'est-à-dire via Internet, qui aujourd'hui sont surabondants et qui amènent une information qui est différente en termes de support d'information. Ça prendrait un débat à lui tout seul, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vis-à-vis de ces nouveaux supports qui souvent diffusent des informations, mais des informations tout azimut, c'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure de la vitesse à laquelle ils sont diffusés, ils sont repris, ils sont pas du tout vérifiés dans la plupart des cas, et donc il faut bien que nous, citoyens, nous mettions bien en garde contre cette information que nous recevons en raison de cette explosion, de cette multiplication, de cette surabondance d'informations. Obligatoirement, dans cette surabondance, il y a un certain nombre d'informations qui sont contaminées, empoisonnées, polluantes, et qui sont faites de rumeurs, d'allusions et bien entendu de mensonges. Donc on a toute une mise en garde à faire, toute une réflexion, toute une vision
que nous devons faire, que nous avons à faire, à bien comprendre que est-ce que nous sommes devant véritablement de l'information au sens dont on a parlé tout au long de cette soirée, c'est-à-dire d'une information vérifiée, ou alors est-ce que nous sommes devant simplement des blocs des jets de paroles, des espèces de boîtes aux lettres qui viennent chaque matin nous donner des messages, un peu comme on a du courrier de commerce, des commerçants qui viennent nous mettre des prospectus dans les boîtes aux lettres, et bien c'est un peu ça, mais au lieu que ce soit des prospectus, ce sont des prospectus d'information, mais il faut se méfier des prospectus d'information, bien entendu. Merci. Je veux vraiment vous remercier, Madame Josse et Monsieur Rabatali, de vos interventions réciproques, parce que l'exercice que je vous ai demandé n'était pas facile. Il n'est pas facile de parler de sa propre profession. Vous aviez le choix entre... En fait, vous aviez 3 voies. 2 écueils et une solution. Le premier écueil, c'est venir nous dire que la presse est exemplaire en Martinique et que tous les journalistes sont des professionnels de qualité. Le deuxième écueil, c'était de nous dire qu'ils sont tous mauvais et il n'y a aucune presse sérieuse et il faut brûler tous les organes de presse et tous les journalistes avec. Surtout le mercredi décembre, ça aurait été bien. Cet écueil-là, vous l'avez évité aussi. Il y avait une solution. La solution, c'est de... Vous n'avez pas cherché d'ailleurs à démontrer qu'il existe, mais vous l'avez fait parce que c'est votre tempérament. Vous avez parlé de votre profession avec liberté, avec indépendance, et vous avez essayé de faire une analyse objective de la situation en Martinique, et non pas nous parler de la presse et de la liberté de la presse d'une manière générale sur le continent européen, sur le continent asiatique ou en Chine. Pour cela, je vous dis merci et merci du fond du cœur et je demande à la salle de vous applaudir encore. Alors, je sais que le sujet par définition est un sujet qui est passionnant, donc je demanderai aux intervenants de ne pas être passionnés et comme à chaque fois, malheureusement, notre standard c'est 2 heures de conférence et une demi-heure de débat. On ne pourra jamais faire 1 heure de débat, puisqu'il nous faut libérer la salle à 20h. Donc, je vous demanderai de poser directement vos questions, sans trop de préalable avant la question. Donc, question courte, réponse courte. Comme ça, on pourra faire circuler le micro le plus possible. Merci beaucoup par avance. Alors, première question. Merci, bonsoir. Richard Rosemin, je confirme ce qu'a dit le président, c'est que j'appréciais votre liberté d'expression. Moi j'avais 2 questions à vous poser sur la Martinique. France Antilles essaye de balayer assez largement l'ensemble des problèmes de la Martinique, donne même la possibilité aux Martiniquais de s'exprimer dans des pages de temps en temps. Moi je voudrais surtout m'adresser à Nathalie Josse au niveau des médias parlés et des politiques, parce que vous avez parlé d'économie, et à mon avis c'est l'économie le principal pouvoir, puisque même vous qui êtes là pour diffuser d'une manière libre les informations, vous êtes lié à l'audimat. Il y a des émissions qui sont très intéressantes et qui ne faisons pas beaucoup d'audimat parce que ce sont pas mes émissions de, comment ça s'appelle encore là, les trucs du Venezuela, là, enfin je sais pas quoi là, les trucs comme ça. Et donc ces émissions intéressantes ne tiennent pas le coup. Mais ce que je voulais vous dire en tant que journaliste, ce serait intéressant que quand vous interviewez des politiques ou des syndicalistes, vous ayez la compétence, quand ils disent quelque chose de faux, de leur dire, pas leur dire ce n'est pas vrai, mais c'est pas tout à fait ça. J'ai entendu à la fois des syndicalistes et des hommes politiques dans des émissions sur toutes les télévisions
qui disent des choses manifestement fausses, qui renvoient en particulier des responsabilités locales sur l'État en disant ce n'est pas nous, c'est l'État, alors que c'est la loi écrite dont parlait M. Rabatali, dit textuellement ce qu'ils ont à faire. Je prends le cas du transport, par exemple. On a passé le temps à dire qu'il y avait un vide juridique sur le transport qui n'a jamais existé. La LOTI s'applique ici. Enfin, un certain nombre de choses comme ça. Le transport public, on mélange ensuite les termes précis. On mélange, par exemple, le transport public et le transport en commun. Le transport public, ce n'est pas le transport en commun. C'est au transport où il y a une participation des collectivités et de l'État au transport pour mettre à la disposition des citoyens, comme le dit la Constitution, le choix du moyen de transport public. Or, nous n'avons pas ce choix-là. Donc, il y a des campagnes de presse, et ça c'est très bien. Les campagnes de presse, ce serait pour faire débloquer la Martinique et obliger les politiques, malgré le pouvoir économique qui les presse, à nous sortir comment dirais-je, du piège économique dans lequel nous sommes avec le blocage permanent de la Martinique. Oui, alors absolument. Donc le problème que vous soulevez est fondamental et c'est ce dont parlait Rudy il y a un instant. Je crois, et j'en parle très, très librement, et je suis très à l'aise, sans fausse modestie pour le dire, qu'il y a un véritable problème de formation journalistique chez les journalistes. C'est vrai, il faut le reconnaître en Martinique, de par cette spécificité qui fait justement que c'est une profession libre, c'est une profession qui n'exige pas de diplôme, qui n'exige pas de formation, on peut être formé sur le tas. Il faut savoir que n'importe qui peut entrer aujourd'hui dans une rédaction et se dire journaliste ou monter un journal d'ailleurs. Hein. Et ça, c'est un véritable problème de formation. Et c'est vrai que souvent, les journalistes, d'une façon générale, oui, on peut dire ça, hein, parce que même ailleurs, se trouvent confrontés à un déficit d'information. Et je sais, pour l'expérimenter quelquefois, par exemple, quand j'ai à couvrir du juridique, que j'ai un problème manifeste de formation, ne maîtrisant pas toute la sémantique juridique ou voilà. Et donc ça, c'est un véritable problème que particulièrement les rédactions en Martinique doivent affronter. Mais c'est lié aussi à ce qu'on a dit, qui est le problème de la précarité des journalistes, au fait que le métier, c'est un métier qui n'est pas très bien payé parfois. Pour certains, je parle. Et donc, on se retrouve effectivement avec des journalistes qui n'ont pas le bagage intellectuel ou qui n'ont pas la possibilité d'une interrogation, d'une analyse en fonction du sujet qu'il y a à traiter et donc de manque de formation manifeste. Alors, ce qu'il faudrait, ce sont des journalistes spécialisés dans le transport, spécialisés dans le juridique, spécialisés dans les autres secteurs, mais ça, c'est difficilement faisable pour ce que je vous expliquais, c'est que nous sommes de petites rédactions et un journaliste spécialisé, c'est un journaliste qui coûte de l'argent, c'est des gens qu'il faut rémunérer en fonction. Donc, du fait de ces petites rédactions, de ces petits formats que nous avons, donc il n'y a pas toujours la possibilité d'avoir des journalistes spécialisés et d'où ce déficit chronique, oui, de journalistes qui ne peuvent pas répondre à l'attente, mais il y en a quand même, là encore, je pense qu'il y a des journalistes, il y en a certains qui ont le bagage nécessaire et qui peuvent faire face justement à ce genre de questionnement et qui ont les éléments pour répondre. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Je voulais revenir sur un aspect, effectivement, puisqu'on a parlé des droits et des devoirs. Concernant les devoirs, véritablement, est-ce que, moi, dans ma position, ce que j'attends du journaliste, c'est qu'il puisse avoir donc aller sur le chemin donc, de la formation, de l'éducation du peuple. Je peux être particulièrement déçu quand je vois, par exemple, concernant donc les informations, ce qui apparaît le plus souvent, ce sont les faits divers. Et finalement, donc la population, ce qu'elle attend, c'est d'avoir donc une bonne information qui pourrait traiter de différents domaines, même ne serait-ce que le domaine politique, à l'approche notamment des élections municipales, par exemple. Mais s'écarter même des faits divers, est-ce que vous ne pourriez pas entrer donc, dans une formation très poussée, donc,
des informations que vous pourriez apporter au peuple dans ses véritables attentes. Et puis concernant les investigations, Nathalie, j'avais posé la question à M. Plenel, et il m'avait dit que pour mener des investigations, on n'a pas besoin de grands moyens, ni humains, ni financiers nécessairement. Ce n'est pas la priorité, mais où est la motivation? Et vous n'avez pas parlé de la passion du métier. Ne serait-ce que ça pourrait entraîner dans des investigations, des recherches nécessairement. Et est-ce que sur le plan culturel, vous, dans votre métier, concernant la transmission, comment ça se passe véritablement? Est-ce que c'est un handicap dans notre contexte culturel ou est-ce plutôt un avantage? Comment vous voyez ça? Je vais répondre sur la première partie de votre question, notamment concernant le fait de se demander pourquoi la presse ne fait pas un peu plus de pédagogie. Alors je crois que ma réponse peut être brutale, mais un journaliste, c'est pas un pédagogue. Un pédagogue, c'est un professeur, c'est un instituteur, c'est pas un journaliste. Sinon, on fait un mélange des gens. Je n'aurais pas choisi ce métier si je me disais que je suis un pédagogue. Je suis, et c'est pour ça que j'ai dit que mon devoir, c'est de faire du journalisme. C'est-à-dire d'avoir un certain nombre de faits dont je suis au courant, ou dont une source m'a mis au courant, et mon devoir premier, c'est de les vérifier pour les donner ensuite les diffuser à des milliers et des milliers de lecteurs ou d'auditeurs en particulier. Donc, ce n'est pas ça ne veut pas dire que l'information n'a pas un rôle pédagogique, c'est-à-dire que donner de l'information, plus on donne de l'information, plus on apprend aux gens un certain nombre de choses. Il est certain que de cette manière, on donne des éléments pédagogiques. Mais il ne faut pas demander aux journalistes d'être un pédagogue au sens où on l'entend, c'est-à-dire de prendre en main le citoyen pour l'amener à faire tel ou tel choix. Il a souvent été reproché aux journalistes, justement, il y a quelques années, et là qu'il y a eu une collusion où on disait c'est à force de parler de ça, de passer tel ou tel article ou de montrer telle ou telle personne qu'il sera élu. Non. Je crois que on apporte un certain nombre d'informations aux citoyens de pouvoir, bien entendu, se faire son opinion. Mais je ne crois pas non plus, et là ce que je dis, et Nathalie l'a dit tout à l'heure très justement, il ne faut pas voir non plus dans ces cas-là, de voir le journaliste comme une espèce de quelqu'un de totalement neutre et au-dessus de la citoyenneté, justement. Un journaliste, moi, j'ai mes opinions politiques, j'ai mes opinions au niveau de la religion, j'ai mes opinions sur ce qui se passe dans la rue, j'ai mes opinions dans mon quartier, j'ai mes opinions partout. Donc je ne suis pas quelqu'un qui me prend chaque matin un habit de journaliste que je mets sur moi, et puis que quand j'écris, je mets cet habit-là, et puis quand j'ai fini d'écrire, je le retire. Donc on n'est pas dans une espèce, il ne faut pas croire que le journaliste a une espèce de pédagogie, au sens professoral du terme, où il vient dans le grand amphi médiatique donner à un savoir qui sera à diffuser comme ça. Bon, le micro c'est pas un orangina, donc il faut pas le secouer. Il est sensible. Bonsoir tout le monde, Alain Kadouri. Alors pour ma fille Nathalie, je te signale pour ton information
que France Antilles ne date pas de 64. Hein. France Antilles date de 1947, février 47 exactement, où il dit le sait, puisque j'ai donné à son ancien rédacteur en chef un exemplaire que j'avais trouvé au Marin. C'est un journal qui avait été créé par un certain monsieur Narcisse Danaé pour la défense de l'Émery à l'époque. Il n'a pas déposé le titre. France Antilles, canal historique. Non, mais ça, c'est canal historique. France Antilles et Ensemble. France Antilles et Ensemble. Ah oui, le canal historique, c'est le titre France Antilles, oui. Qui n'a pas été déposé par monsieur Narcisse Danaé, et monsieur Ensemble l'a repris, gratis pour Déo. Tu comprends? Et puis pour ton information, je vais t'offrir ce journal que j'ai pu avoir. Ça s'appelle L'Opinion. C'est un journal du 27 mai 1902, qui est une merveille, qui raconte tous les gens qui ont été sauvés, qu'il appelle les sauvés de Saint-Pierre, et puis tous les gens qui sont partis à Panama, Trinidad, Guadeloupe et compagnie. Mais dans sa région de la presse locale actuellement, je vois que tu as tout dit déjà, c'est qu'on vous dit, vous êtes dépendant de deux choses, de vos collaborateurs qui ne sont pas qualifiés, et du pouvoir économique qui vous presse comme des citrons. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. J'ai des dossiers que j'ai remis à la presse, on me les a refusés pour des motifs les plus variés, tel le style de... Enfin, ça veut donner un droit de réponse. Et s'il y avait un droit de réponse, j'aurais une réponse, par exemple, que j'ai sous les yeux, je mettais en exergue, comment dirais-je, la mauvaise organisation de l'université de médecine, par exemple. Ben, j'ai découvert, parce que je l'ai, un rapport de l'ARS. L'ARS, c'est l'Agence d'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche, de septembre 2009, qui dit quoi? 32 facultés de médecine qui dispensent un cursus complet, premier, deuxième, troisième cycle, ont été évaluées. La faculté des Antilles-Guyane a été exclue de toute évaluation ultérieure. C'est une bombe, mais quand je suis un journaliste, il n'a pas dû la toucher. C'est tout. De toute manière, ce que je savais depuis il y a des années est en train de se réaliser, parce qu'on va bientôt, on ne sait pas si on va appeler l'université Antilles-Guyane, l'université antillaise ou l'université martiniquaise. Parce qu'ils se prennent des choses dans notre dos et qui vont donner des économies qui vont faire des choses, parce que ce sera une catastrophe. Et ça, les journalistes, ils investiguaient. D'ailleurs, il y a un monsieur qui est vous, RFO, qui a un dossier semblable, avec tous les mensonges de tous les grands pontes de l'université, et qui n'a pas utilisé. Il ne faut pas déranger l'establishment. L'ancien recteur qui est parti avait le même dossier. Ce sont des lettres que j'ai écrites à ces gens-là avec des réponses des plus farfelues, qui sont vraiment hors du commun. Monsieur Donne, un journaliste. Le seul journal qui a accepté les articles que j'ai fait dénonçant cette situation, c'est Antilla. Au point qu'à un moment donné, il a mis ma salle tête en page de couverture avec la légende suivante. Pourquoi ils ne répondent pas? Parce qu'ils ne peuvent pas répondre, je dis la vérité. Je ne dis pas rénovation. Hein. J'ai oublié de citer rénovation, c'est tout, dit tout, et voit tout. Dans nos journaux spécialisés de l'époque. Enfin, je sais que vous êtes dans une situation catastrophique, parce que vous devez répondre à certains critères qu'on vous impose, malgré votre honnêteté intellectuelle, vous êtes bloqué en quelque part. Et il y a cette fameuse autocensure aussi dont on parlait. Il y a beaucoup de journalistes qui ne s'autorisent pas à sortir des... Alors il faudrait... Il y a l'autocensure, mais il y a aussi, c'est une mode très, très occidentale qui est arrivée ici en Martinique aussi, à savoir que parfois, certains journalistes, quand vous parlez de la puissance d'argent ou de la puissance de notoriété, au contraire, quand il s'agit de quelqu'un soi-disant riche ou de quelqu'un de notable, il suffit qu'il y ait une rumeur, il n'y a même pas besoin de vérifier la rumeur avant. Comme c'est un notable, comme c'est quelqu'un de puissant, on commence par lancer l'information, on va faire les vérifications après. Donc les puissances d'argent ou les puissances sociales qu'on dénonce, elles ont un pouvoir, mais elles sont parfois victimes de la presse. Voilà. Maître Koulibaly. Maître Koulibaly, je vous remercie tous les deux d'ailleurs de votre prestation cet après-midi. Alors, j'ai deux questions à vous poser pour aller à l'essentiel. D'abord, selon vous, qu'est-ce qui explique que le pluralisme, la liberté de la presse est entamé aux Antilles françaises? Ça, c'est la première question. Et selon moi, est-ce que vous ne pensez pas que
si je puis m'exprimer ici, l'autocensure est consubstantielle, si vous voulez, à la ligne éditoriale, puisque un journaliste est soumis à une ligne éditoriale. Est-ce que ce n'est pas précisément cette ligne éditoriale qui l'amène à se censurer lui-même? Voilà les deux questions que je voulais vous poser. Je vous remercie. Deux questions dont on arrive à La première, c'était quoi? Pour moi expliquer que le pluralisme de la presse a du mal à s'installer en Martinique. Ah, très bonne question. Alors, comment j'explique ça? Alors, bon, j'explique ça évidemment par un certain pouvoir économique, là encore. Hein. Ça demande beaucoup d'argent, la presse. Hein. La presse audiovisuelle, en tous les cas, c'est une presse qui est très budgétivore. On fait pas de la presse avec très peu d'argent, je suis pas convaincue. On peut, hein, on voit, Rudy parlait des nouvelles technologies, on se dit après tout il faut pas grand chose pour faire une télévision sur le net, on met une caméra, etc. Mais c'est faux, et justement la puissance d'investigation, ça demande de se pencher pendant longtemps, d'aller chercher, d'avoir des moyens de transport, d'avoir des moyens, enfin, et il faut vivre pendant ce temps-là. Donc il faut des salaires, il faut payer les gens. Quand les gens ne sont pas bien payés, quand vous les mettez en situation de précarité, là, ça pose des problèmes. Et donc, je crois que la pluralité de la presse ici, c'est essentiellement un pouvoir économique. C'est essentiellement le nerf de la guerre qui manque fondamentalement. Et puis, il y a le fait aussi que ces puissances financières-là ne veulent pas investir dans les médias parce que ça ne les intéresse pas. Et je crois que moins on aura de médias performants, et par exemple, je prends un site comme Mediapart qui peut se permettre de l'investigation. Alors même si Monsieur Plenel parle de passion, etc., c'est vrai, mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut pouvoir investiguer, il faut pouvoir aller chercher l'information, parfois il faut voyager, il faut pouvoir se pencher. Je sais qu'il y a des journalistes de Mediapart qui restent des mois sur des enquêtes qui finalement ne débouchent pas sur grand-chose, qui ne débouchent sur rien, et c'est le jeu. Je crois que les rédactions que nous sommes ne peuvent pas se permettre ça. Alors pourquoi est-ce que plus de journaux et qu'il n'y a pas plus de pluralité ici d'informations? À mon sens, c'est effectivement un problème économique. C'est parce que ce sont des médias qui demandent beaucoup d'argent. Je pense que c'est ce qui peut expliquer la chose. Et on le voit avec le développement des blogs, des sites internet. Alors ça, par contre, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Il suffit de faire son site. Mais là, on est confronté à ce moment-là à ce que Rudy rappelait, c'est-à-dire le recouvrement des sources, la vérification de ces sources, la vérification de l'information. Il faut pouvoir le faire. Et donc ça demande des journalistes professionnels dont c'est le travail, parce que si vous avez un travail à côté, que vous avez votre site, à quel moment vous vérifiez vos sources, à quel moment vous allez chercher l'information? Ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande de l'investissement. Et puis, à mon avis, c'est essentiellement ça. Avant de passer la parole à M. Rabatali, je voulais juste compléter la question, ou plutôt faire rebondir Mme Josse. Est-ce que le pluralisme de la presse, en Martinique en tout cas, n'est pas plutôt la conséquence de la transformation de journaux d'information en journaux d'opinion? Il y a certains mensuels, par exemple, qui pendant un temps pour parler d'Antilia ou du Naïf, quand on prenait Antilia pendant, c'était de véritables journaux d'information où on trouvait de l'information, et puis pendant une période, Antilia est devenu un journal de propagande et donc a perdu des lecteurs parce que et quand on regarde les télévisions, c'est la même chose. Il y a des télés d'information, mais il y a des télévisions de propagande qui sont de véritables télévisions de propagande, et d'ailleurs ils ne s'en cachent pas, et parce que l'information n'est pas présentée de manière objective. Quand dans certains journaux, dans un même journal télévisé, il y a 3 sujets sur un même homme politique, et 3 sujets très soignés, très flatteurs de 15 à 20 minutes, et dans chaque journal, il y a toujours un article pour descendre le même homme politique tous les soirs. Ce n'est plus de l'information, c'est de la propagande. Voilà. Enfin, j'aimerais bien avoir la réponse. Je pense qu'il faut faire la différence entre la presse d'information et la presse d'opinion, la presse militante. Et ça vaut partout. Hein. Il y a une presse généraliste et une presse d'opinion, une presse. Et je pense que les deux se complètent. Et ça a toujours été ça. Je ne suis pas certaine quand il y a jamais été une presse d'information. Il y a toujours été une presse militante d'opinion, me semble-t-il. Hein. Donc même de par ses
ses fondateurs, Pied, etc., ce sont des gens qui justement ont créé ce journal-là pour présenter une autre presse, pour présenter une presse plus militante, plus indépendante des différents pouvoirs. Maintenant, c'est vrai qu'à côté de la presse d'information, il y a la presse militante. Et bon, chacun peut se faire son idée. Mais là, ça crée, je pense que ce qu'il faudrait, c'est peut-être une différentialité de presse d'opinion, ce qui permettrait à chacun de se faire finalement son opinion, et ce serait pas plus mal. Mais je voudrais revenir en disant, par exemple, on a l'expérience de ce quotidien des Antilles qu'on a essayé de faire, mais je crois qu'aujourd'hui, monter un quotidien à côté de France Antilles, il faut avoir les reins très solides, quoi. Donc, Deuxième question, j'ai même oublié la deuxième. Oui. Non, mais justement, je vais rebondir aussi sur cette notion de pluralité. On parlait si on prend les journaux de la presse écrite et sur la question de la pluralité de la presse écrite, par exemple, aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est relativement utopique aujourd'hui en Martinique, puisque le seul quotidien d'information est en difficulté. Le seul. Il ne peut pas avoir un marché plus large que ça, puisqu'il est seul. Or, il bat de l'aile. Donc, on est dans une situation où la presse écrite, d'une manière générale, sera de plus en plus en difficulté. Et donc, je ne crois pas à une pluralité, et la pluralité, elle était plus intéressante et plus importante au moment où, justement, tous ces médias, tous ces journaux de presse écrite existaient il y a une dizaine, il y a une quinzaine d'années. Je racontais à Nathalie que moi, quand j'ai commencé, il y a déjà beaucoup d'années, les conférences de presse en Martinique, on était 12, 13, 14 journalistes. Aujourd'hui, aux conférences de presse, il y a 2, 3 journalistes, pas plus. Alors, des journaux, c'est vrai, ont disparu. Des journaux comme Antilla, par exemple, n'ont quasiment pas de rédaction. Ce sont des contributions, c'est-à-dire une série de tribunes de page en page. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de journaliste. Un journal qui tient très bien la route et qui est un journal d'opinion, c'est Justice. Où il y a de vrais articles, certes de militants, certes des articles d'opinion, mais il y a une recherche d'information dans ce journal. On se fait une opinion ou pas. À la différence, par exemple, du Progressisme, qui est un journal aujourd'hui qui est où c'est du début à la fin, voter pour Monsieur Machin, c'est Monsieur le meilleur, c'est lui le plus beau, c'est lui le... Et puis, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a strictement plus rien d'autre. Il n'y a pas un seul article. C'est un article de réflexion générale ou qui peut amener une réflexion citoyenne. L'autre question que vous posiez concernant l'autocensure, la question de la ligne éditoriale, certes, la ligne éditoriale est très importante, puisque c'est elle qui va définir et c'est elle qui va formater, entre guillemets, les différents rédacteurs, les différents journalistes qui travaillent et qui s'appuient sur cette ligne éditoriale. Mais dans des pays, dans un petit pays comme le nôtre, c'est un peu ce que j'ai combattu que je combats pendant toute ma carrière journalistique, c'est cette véritable sympathie, le mot est gentil qu'a employé tout à l'heure Nathalie, qui peut se créer entre les individus. Et cette sympathie, elle est excessivement dangereuse à partir du moment où elle se crée dans le monde politique, c'est-à-dire dans le monde du pouvoir, voire dans le monde économique également. Et aujourd'hui, on voit un certain nombre de choses relativement aberrantes. Je vois des débats, on va prendre un exemple, mais sur RCI, par exemple, il y a un débat où le candidat est interrogé par son coach. C'est-à-dire qu'il y a un journaliste et à côté de lui, il a un monsieur
dont la profession est justement de former les candidats, de leur apprendre une certaine tenue, de leur donner un certain nombre de choses, et il est également présenté comme s'il est journaliste spécialisé de politique, de ceci, de cela. Voilà, c'est des travaux pratiques. Donc, on est dans une situation qui, me semble-t-il, est excessivement dangereuse pour l'idée même qu'on se fait de cette profession et pour le citoyen lui-même. Parce que qu'est-ce qu'il a l'impression que ce monsieur qui présentait donc comme un journaliste qui est en réalité un coach politique interroge son propre poulain. Donc là, je dis non. Et là, effectivement, on est dans ces situations de collusion, d'autocensure, de non-dit, absolument, et qui peuvent, à certains moments, devenir particulièrement effrayantes. Ben, le temps passe vite. Si ma vice-présidente ne m'avait pas fait observer qu'il est 18 heures, j'aurais poursuivi le débat. Mais je voudrais, avant de terminer, faire deux observations. Une qui est très importante pour intellectuellement, parce qu'effectivement, sur la question de la déontologie, parce que j'ai un peu regardé la question juste pour aujourd'hui, la difficulté, c'est vrai, pour les journalistes, c'est que c'est l'une des rares professions, pour ne pas dire la seule, où la déontologie n'a pas de valeur normative. La charte de déontologie dont j'ai parlé et que vous trouvez dans la documentation a été éditée par un syndicat de journalistes. C'est vrai que les règles posées sont tellement fortes qu'elles ne peuvent pas susciter de réprobation, donc elles suscitent normalement l'approbation, et on fait référence à cette charte, mais c'est une charte qui a été votée par le comité central d'un syndicat. Et que d'autre part, il n'y a aucune autorité chargée de l'appliquer, même pas les juges. Aucun juge ne peut condamner un journaliste sur la base de la charte, donc il n'y a pas de texte. Alors, à l'inverse, ça c'est pour M. Rabatali, dans les professions réglementées, la déontologie a un fondement textuel, légal. Concernant les avocats, la loi qui régit la profession d'avocat parle expressément de la déontologie et définit certaines règles déontologiques, et mieux, ayant en plus des règles votées, la loi a donné délégation à une institution qui s'appelle le Conseil national des barreaux pour compléter et édicter des règles en matière déontologique qui ont valeur normative. Et donc, un avocat ou un médecin, c'est pareil pour un médecin peut être sanctionné pour avoir violé une règle de déontologie, non seulement par son conseil de l'ordre, mais en plus, y compris par les juridictions civiles ou pénales, si la violation de la règle de déontologie a créé un dommage. Et les conseils de discipline, c'est vrai, dans les professions réglementées, ne statuent pas en permanence, ce ne sont pas des juridictions permanentes, parce que, en plus, le chef de l'ordre a la mission de faire respecter la déontologie, et bien souvent, un rappel à l'ordre, ou même une admonestation qui est prévue dans la loi, et pour les avocats, on appelle ça même l'admonestation paternelle, suffit, et ça défait, le fait de se faire convoquer par le bâtonnier et de se faire remonter les bretelles, ces fois, ça suffit à ne pas convoquer le conseil de discipline. Donc, ça, c'était l'information générale que je voulais donner, et je voulais réparer une erreur. Quand j'ai salué tous ceux qui étaient dans la salle aujourd'hui, peut-être par empressement, j'ai oublié de saluer les étudiants, ce que je fais habituellement, et je voulais vous dire que vous avez raison de continuer à participer à ces conférences, puisque vous savez que à toutes les émissions, à tous les examens où il y a une épreuve de culture générale, entre guillemets, ça s'appelle grand oral pour les avocats, culture générale pour les concours d'accès à la profession de magistrat, culture générale pour entrer dans la fonction publique, beaucoup de sujets qui sont traités ici sont fondamentaux pour votre formation et pour votre réflexion. D'autant que c'est vous qui avez été généreux envers le peuple martiniquais, parce qu'à l'origine, lorsque Mme Salinière avait eu l'idée de créer les conférences sur les libertés et les droits fondamentaux, c'était réservé aux étudiants de 4e année et aux étudiants de 3e cycle, c'est ça? Et c'est par la suite que nous avons pensé ouvrir
cette formation qui vous était donnée à l'ensemble de la Martinique. Alors, continuez à venir. Ce n'est plus réservé exclusivement aux étudiants, mais une grande place est faite pour les étudiants, puisque les sujets sont choisis de manière à vous apporter des éléments de culture générale. Voilà, donc j'ai réparé l'erreur. Je remercie tous ceux qui sont ici ce soir. Je voudrais vous dire qu'on vous attend pour notre prochaine... Oh ben, je parlais des étudiants, la transition est toute trouvée. Il faudra que nous libérions l'amphi pour les examens de mars-avril. Et donc, nous allons, de février-mars, nous sommes en février, bon, les examens de mars, en tout cas, on va libérer l'amphi pour les examens. L'amphi sera à nouveau disponible pour nous le 28 mars 2014, de 18h à 20h, et nous allons traiter du sujet « La famille antillaise, histoire et discontinuité ». Cette conférence remplit le rôle suivant. Dans tous les cycles, chaque année, nous avons une conférence transversale, c'est-à-dire qui fait appel à toutes les disciplines, la philosophie, la sociologie, le droit. Donc c'est un sujet transversal. Faites-le savoir autour de vous et nous vous attendons donc nombreux. Le conférencier, c'est monsieur André Lucrèce. Donc je répète, 28 mars 2014, 18-20h, monsieur André Lucrèce, la famille antillaise, histoire et discontinuité. Merci à nos conférenciers, bon appétit et bon week-end à tout le monde.